je ne suis pas là en tant que parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique et je n'aurai pas un discours de parti politique. Mais je pense que nous sommes une association républicaine d'anciens combattants qui est centenaire, qui est à un moment crucial au point de vue actualité, mais qu'on aborde ce centenaire de la guerre 14-18. Et je crois qu'on peut tirer réflexion de cette première guerre et pourquoi l'ARAC s'est créée en 1917. Donc, ARAC, Association républicaine d'anciens combattants et victimes de guerre, des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. Et c'est le mot paix qui est très important. Elle a été fondée par la volonté de 4 hommes, Henri Barbuche qui a été le président, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges Bruyère, l'ouvrier. Henri Barbuche s'exprime ainsi dans un de ses écrits dans l'œuvre de juillet en 1917. Il écrivait beaucoup pour les journaux où il faisait beaucoup de discours. « J'adresse un appel argent à tous ceux des anciens combattants de cette guerre qui croient à la République et qui la veulent. Camarades, officiers, soldats, vous avez lutté de vos mains contre l'autocratie et la justice. Par hasard, la mort vous a épargné. Vous êtes revenus et maintenant vous êtes là. Je vous demande de venir à nous, de vous regrouper tous, de vous unir non seulement pour connaître et sauvegarder fraternellement vos intérêts de travailleurs, rendus au travail, mais pour servir la cause que vous avez défendue sur les champs de bataille jusqu'au bout de vos forces. » Dans ces mots, nous voyons là les fondements de l'ARAC, devenant quelques mois après réalité. Ce n'est pas seulement le droit à réparation de l'ensemble des combattants et des victimes de guerre, mais aussi pour voir naître une république juste au plan de politique économique et sociale, génératrice de paix. Et c'est un éternel combat contre le fascisme, la préservation de la mémoire et les valeurs de solidarité et d'amitié. La particularité de l'association, c'est qu'elle a en son sein des anciens combattants et à part entière des non-anciens combattants. Et j'en fais partie. Et mon parcours montre ce que représente l'association, c'est-à-dire que parti en 2002 d'un mandat local, je suis arrivée en 2013 au sommet, c'est-à-dire au mandat national. Donc nous ne prenons pas parti pour les élections, donc on n'a pas un discours de parti, on a un discours assez philosophique sur les fondements, tout l'historique, enfin tout l'héritage historique que nous a donné Henri Barbuche. Et croyez-moi que lorsque se replonge dans ses écrits, notamment Le Feu, qui a eu le prix Goncourt en 1916, novembre 1916, on est parfaitement d'actualité. Car l'histoire se reproduit et, pour exemple, il est paru dans l'Expansion un article qui s'appelle « Que la France de 1913 et la France d'aujourd'hui ont beaucoup de similitudes ». En fait, on s'aperçoit que la situation qui existait en 1913 et qui ont été les origines de la guerre, c'est exactement les mêmes situations que l'on vit maintenant à notre époque, parce que le processus est le même. Alors, il ne faut pas dire tout ce qui était passé dans notre histoire, c'est périmé. Non, c'est actuel. Hein? On constate que, par exemple, la France manque d'esprit d'entreprendre. Le retard industriel français doublé par les Allemands. La veille de la Première Guerre, il flotte en France un parfum de défaite économique à peine masqué par la puissance coloniale et le lustre des uniformes. Les banques sont aussi puissantes qu'aujourd'hui. Même s'il n'y avait pas un lobby bancaire, la haute finance exerce une grande main sur l'économie, équivalence troublante quand même. Elles sont cotées à la Bourse de Paris en 1913, à elles seules 7% de la richesse nationale, autant qu'aujourd'hui.
On pourrait continuer de la même façon. Hein. En 1913, c'était l'attrait des pays neufs, pas émergents, des pays neufs qui font rêver. Et c'est là-bas qu'on allait chercher, comme en Chine, Russie, Brésil et en Argentine, c'est là qu'il fallait investir. En un siècle, le niveau de vie a augmenté, certes, c'est vrai, mais les inégalités demeurent. La rigueur budgétaire s'érige en dogme. Les grands indicateurs sont toujours là. La balance commerciale déséquilibrée. 1913, déficit commercial 4% du PIB, 2,9% en 1913. Et on pourrait continuer tout le temps comme ça. L'économie de la belle époque et celle d'aujourd'hui présentent d'étranges similitudes. Les grandes familles tiennent la France. Déjà, il y a un sentiment de déclin. Déjà, le modèle allemand. Déjà, les lobbies bancaires. Et c'est tout ça qui constitue l'Europe qui existe actuellement. En France, aujourd'hui, des inégalités qui détruisent les valeurs républicaines. On dit que la France vit au-dessus de ses moyens. Ça, on le dit souvent dans le réveil, et on se révolte contre ça. Patrick Stat s'énerve énormément. Mais en fait, c'est la crise. Beaucoup le disent. Mais comment se fait-il qu'un Carlos Ghosn, 13 millions, 3 millions d'euros gagnés en 2012, c'est-à-dire 36 400 euros par jour. 80% des recettes fiscales de l'État sont payées par les travailleurs, alors que l'impôt sur les bénéfices ne représente que 10% des recettes fiscales. Il n'y a jamais eu autant de démunis depuis la sortie de la guerre 39-45. 8,6 millions de personnes vivent en France, je dis bien en France, au-dessous du seuil de pauvreté, c'est 14% de la population. Le gouvernement ne répond pas à cette désespérance. Hein, il parle toujours restriction, il faut serrer la ceinture. Hein, et on ne s'attaque pas aux besoins du plus grand nombre des citoyens français, parmi eux les ouvriers, les employés, les jeunes ou les retraités. On ne leur donne pas les moyens nécessaires pour une vie décente et non de précarité. Créer des emplois, préserver les salaires, les retraites, redonner à tous du pouvoir d'achat. Pour lutter contre la désespérance qui conduit à des engagements des citoyens, de la vie publique, à l'abstention, favorisant la montée du vote du Front National, je considère, et si on calcule bien, si on regarde les élections, que c'est souvent l'abstention qui fait que le Front National naît. Mais ce n'est pas une montée telle qu'on l'explique actuellement du Front National. Hein. C'est la défense des valeurs républicaines qui ne sont plus exactement au cœur des débats. On ne parle plus de ça. La solidarité de la nation envers tous les citoyens de notre pays, il n'y a pas de solidarité. Et on continue par une hécatombe industrielle de notre pays. Depuis 3 ans, donc, depuis qu'on parle de la crise, combien d'entreprises publiques et privées ferment leurs portes ou font des licenciements massifs? En fait, c'est un choix d'atteinte à notre système de santé, la remise en cause des services publics, la volonté de privatisation à outrance. Quant au choix du privé, il est tout autre. C'est un tout autre cas de figure. Le but pour eux, c'est la recherche du profit qui justifie aux yeux des patrons la fermeture des sites. Même s'il y a de gros bénéfices, ce n'est pas suffisant pour les actionnaires, toujours plus. Il apparaît que cette hécatombe de la France permet à l'Allemagne de poursuivre son hémogénie avec les moyens économiques et politiques, hein, absolument dicter sa loi au peuple européen, dont nous, pour voir la construction d'une Europe fédéraliste. Ça les arrange, c'est exactement ce qu'ils veulent. D'une Europe avec une concurrence libre. Vous avez vu le marché du porc, je ne sais pas si vous avez suivi, enfin en agriculture, le marché du porc, la volonté d'Angela Merkel était de prendre tout le marché du porc en Europe, en affaiblissant chez nous, vous savez qui, quoi, la région Bretagne,
aux Pays-Bas, le port des Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Vous le savez? Alors je vous écoute. La déflation salariale. Voilà, c'est ça. Salariale. Elle a, aux dépens de son peuple allemand, elle a pris des ouvriers, vous voyez bien, roumains, etc. Ça se passe aussi en France. Hein. Hein? Et c'est des gens qui étaient employés à 5 € de l'heure. Hein? Donc elle a appauvri sa population. J'admire les Allemands qui l'ont revoté, je me demande pourquoi. C'est un état d'esprit. Et voilà. Et elle a mis en péril d'autres parties de cette Europe, qui n'est pas du tout une Europe des peuples, mais qui est une Europe pour le profit de certains. Hein, cette Europe fédéraliste. En fait, la France est un modèle parce que nous avons l'héritage des acquis du CNR après la sortie de la guerre. Et c'est pas pour nous vanter, c'est une originalité quand même. C'était dans un état d'esprit de remonter le pays. Et c'est vrai que ça gêne énormément de gouvernements qui n'en veulent pas de ces avancées. Hein, et qui freinent énormément. Et même si tout le programme n'a pas été appliqué, qu'en est-il aujourd'hui? Par exemple, celle qui concerne l'établissement d'une démocratie la plus large possible, rendant la parole au peuple français. Inspirons-nous des vérités d'hier, donc du CNR, c'est pas du tout suranné, comme on dit. Rien n'est suranné, afin d'organiser la résistance des citoyens aujourd'hui. Bon, ça c'est Stéphane Hessel qui parle. Moi, je changerais seulement le mot démocratie par le mot république. Alors, qu'en est-il d'une Europe supranationale? Les citoyens des différents pays n'en veulent pas, car ils sont dessaisis de leurs affaires. Ils n'ont aucune possibilité d'exprimer leur choix. Option d'indépendance, de maîtrise nationale. La notion de souveraineté nationale n'est pas une notion périmée, comme on le dit, comme le disent certains. Il s'agit simplement de la notion de souveraineté populaire intégrant, comme vous l'avez dit, le pluralisme des peuples. Chacun a son histoire. Attention, c'est différent du populisme. Le populisme, c'est la délégation du pouvoir à la démagogie d'un chef suprême. Refusons tout recul de la civilisation. À quel titre doit-on se plier aux ordres du commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires qui oriente le choix de la France? On dicte à François Hollande ce qu'il doit faire. Attaque à la retraite par répartition. Esprit de solidarité entre les actifs et les retraités, on oublie tout ça. C'est quand même le fondement de la République française, différent d'une retraite privée. Ceux qui ont les moyens connaîtront une retraite décente, quant aux autres, voyez ce qui se passe en Allemagne. République à deux vitesses. Assouplissement du marché du travail, dont les prix devaient être de se débarrasser des charges sociales. Après l'attaque du Code du travail, on travaille sur le coût. Hein, on attaque la sécurité sociale. Après des réformes de la santé, beaucoup de citoyens hésitent à se soigner. Il y a des gens qui ne vont pas chez le dentiste à temps, il y a des gens qui ne vont pas se soigner parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et croyez-moi, vous seriez surpris des tranches de la société française qui sont devant ce cas quand ils ont une grave maladie. C'est la perte de toute l'âme de notre histoire de France, les valeurs républicaines, les luttes de deux siècles, liberté, égalité, fraternité, terre des droits de l'homme, perte des acquis du CNR. Attention, accrochons-nous à eux. Il faut résister. Il faut résister. Il y va de notre avenir, mais aussi de l'avenir des peuples, des nations d'Europe. Car en fait, cette Europe, c'est la mise en concurrence des peuples et c'est le recul de la civilisation. Voilà ce que nous ne voulons pas dans l'Europe
qui nous est proposé. Cette situation de concurrence amène la haine. Regardez les montées du fascisme dans divers pays d'Europe. Il s'explique. C'est la comparaison aux autres. L'histoire a montré que c'est toujours inégalité, misère, injustice qui font le lit de ces idéologies. Quant à la souveraineté budgétaire, eh bien c'est bien fini. Le Parlement français a approuvé la loi organique chargée de mettre en œuvre la règle d'or présente dans l'article 3 du pacte budgétaire de la prochaine loi de programmation des finances publiques. On nous met dans un tunnel. Il faut arriver absolument que le déficit structurel des différents pays qui sont à l'euro soit inférieur à 0,5 du PIB. Et puis, le commissaire, par l'intermédiaire de la Commission européenne, qui est un organisme qui n'est pas élu, hein, c'est un organisme qui est désigné par les différents gouvernements, c'est lui qui décide de notre budget national. Il va falloir présenter notre copie de notre budget national qui peut être retoqué, et il pourrait même y avoir des sanctions contre nous si on considère qu'on est trop laxiste. Il faut partir de cette Europe fédéraliste, ce véritable État européen qui est un carcan. Il faut fonder une Europe de paix, Europe des peuples, en respectant la notion de nation de chacun des pays, qui a son histoire propre et qui doit aller à son rythme. Parce que je ne crois pas qu'on peut comparer le rythme de la Bulgarie telle qu'elle est avec un rythme d'autres nations telles que la France. Et tout ça c'est tellement mélangé que tout le monde s'appauvrit. On n'a pas fait une Europe pour monter les peuples, mais pour descendre à un bas niveau et asservir. Il faut que le gouvernement ait le courage politique pour défendre les valeurs de la République, c'est les fondamentaux, pour avoir des nations indépendantes, responsables, et ne pas mettre les peuples en concurrence. C'est ce qu'a fait Angela Merkel. Elle a mis les peuples en concurrence quand elle a décidé de prendre tout le marché du porc. Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des porcs, je vous le dis parce que c'est un sujet que je connais bien, des porcs qui sont élevés en Bretagne, qui vont se faire tuer en Allemagne, hein, et qui reviennent... Par des Roumains. Par des Roumains, voilà. C'est ça l'Europe. Voilà, c'est ça l'Europe. Et puis quant à l'euro, il faut abandonner cet euro. Cet euro est trop unique et trop compliqué. Les peuples doivent aller à leur rythme. Il faut un euro commun et chacun doit, en fonction des acquis, arriver à construire sa nation. Quittons ces carcans, ayons des actions de résistance pour le maintien de la paix. Je vous l'ai dit, moi, ce n'est pas du tout dans un esprit de parti politique, mais c'est les réflexions. D'ailleurs, on nous attaque énormément en disant « Mais pourquoi vous mêlez de ça ?» Eh bien, pourquoi on s'en mêle? Parce qu'on est tout simplement des citoyens. Et des citoyens, et rappelons ce que disait Henri Barbuste, de toute façon, si vous voulez une nation de paix, il faut que les citoyens se sentent responsables de leur avenir. Voilà.